Notre séance va commencer. Je voudrais en premier lieu excuser notre président Louis Dominici, que je ne peux pas solliciter au-delà de ses forces. Il a quand même 89 ans. Il exerce sa tâche avec beaucoup d'expertise et de compétences. Il n'a pas pu se libérer cet après-midi, d'autant qu'il préside encore la mutuelle des affaires étrangères. C'est donc moi qui présenterai la séance en son nom. Je voudrais vous rappeler aussi que notre académie, parmi les multiples activités qu'elle mène à bien, organise tous les 15 jours, le vendredi après-midi, sa séance officielle, et que nous avons, depuis cette année, décidé d'adjoindre aux séances officielles de notre académie des séances d'un format plus libre, qu'on appelle les jeudis de la Pérouse, et qui ont pour but d'évoquer dans nos locaux des questions d'actualité ou de nous ouvrir à des partenaires extérieurs. Et en l'occurrence, nous avons la chance, l'honneur, le plaisir d'accueillir ici la mission historique de la Banque de France, avec qui nous souhaiterions établir un partenariat plus durable autour de la sphère géographique, de la zone géographique très large à laquelle nous nous intéressons, l'ensemble de l'outre-mer français et francophone, avec un souci de ne pas nous enfermer uniquement dans la francophonie, mais aussi de prendre en compte les préoccupations de l'ensemble des pays du Sud. De ce point de vue, l'épaisseur historique de la Banque de France fait que pour notre champ d'intervention, la Banque de France, ses archives, sa mémoire constituent un potentiel extrêmement important, de même que nous ouvrons bien volontiers notre très riche bibliothèque, 120 000 volumes, à ceux qui, à la Banque de France, et en particulier à la mission historique, seraient intéressés à travailler sur les problématiques spécifiques de l'outre-mer. Je vais donc maintenant passer la parole à Monsieur Arnaud Manas, chef du service du patrimoine historique et des archives de la Banque de France, qui va vous présenter et la mission historique et la séance que nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir, et au cours de laquelle Monsieur Bertrand Perret, secrétaire général adjoint de la Banque de France, nous fera l'honneur d'une communication, et sera suivi de Monsieur Yvan Ordonna, président de l'Institut des missions des départements d'outre-mer, partenaire évidemment naturel de notre académie. Je vous en prie. Voilà. Oui, non, mais c'est très bien. Eh bien, Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le président, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs, c'est aussi avec un grand honneur et un grand plaisir que je saisis l'opportunité de votre invitation, puisque, alors je vais revenir un peu sur la genèse de pourquoi cette journée. Et après, j'aborderai la question de la mission historique et du thème précis de cette
de cet après-midi de la Pérouse, de ce jeudi de la Pérouse. Donc, il y a quelques mois, le président du comité pour la commémoration du 80e anniversaire de la Libération, M. Philippe Etienne, ambassadeur de France, a contacté le gouverneur de la Banque de France pour lui dire qu'il serait très intéressant que la Banque de France participât, au titre des grandes institutions de la République, à la commémoration de ces célébrations. Et il a rajouté, en insistant, que l'outre-mer, les outre-mer, avaient un rôle tout à fait particulier à jouer et il fallait rappeler dans la commémoration leur rôle. Donc c'est fort de cette injonction gouvernementale ou du président du comité que, avec la mission historique et Olivier Feyertag, que je remercie, ainsi que Michel Margaz, nous avons donc étudié un peu qu'est-ce qui pouvait justifier ou faire l'objet d'une célébration qui associe à la fois la métropole, la Banque de France bien sûr, mais aussi les Outre-mer. Après avoir balayé un certain nombre d'hypothèses, nous sommes revenus très naturellement vers l'or, avec bien sûr le thème de l'évacuation de l'or, qui est une des rares batailles gagnées par la France en 1940, et son retour à partir de 1944. Et donc, ça nous a permis de bâtir cette séance aujourd'hui avec un peu, alors de façon très très schématique, mais je laisserai Monsieur le Secrétaire Général parler de l'aller et Monsieur le Président de parler du retour, et avec entre-temps sur où a été conservé l'or. Pour des raisons évidentes, il a été conservé dans les Outre-mer. Alors, pas uniquement, puisqu'il y a eu aussi de l'or aux États-Unis et au Canada. On ne peut pas vraiment parler d'outre-mer, mais en tout cas, outre-Atlantique, il a été essentiellement outre-Atlantique. Donc voilà un peu pour le pourquoi de cette journée. Ensuite, alors je saisis l'opportunité d'évoquer la mission historique. Alors, la mission historique de la Banque de France doit bientôt fêter son 25e ou pas loin du 30e anniversaire. Je ne sais pas, il faudrait, pour des historiens, ça serait quand même intéressant de savoir, de se rappeler quand elle a été fondée. Non, elle a été essentiellement, c'était pour célébrer le bicentenaire de la Banque de France, c'est-à-dire c'est en l'an 2000, puisque la Banque de France, je ne vous l'apprendrai pas, a été fondée en 1800. Et ce qui m'amène naturellement à notre prochaine célébration, à laquelle vous êtes bien sûr tous les bienvenus, c'est-à-dire ce sont les 225 ans, l'an prochain, de la Banque de France. Alors nous allons organiser un certain nombre d'événements. Alors d'une part, en liaison avec la Fondation Napoléon, nous allons faire une journée d'études qui associera à la fois des dirigeants actuels, dont le gouverneur et les directeurs généraux, et des historiens pour les faire dialoguer sur la masse de granit il y a 225 ans et ce qu'elle en est devenue aujourd'hui. Ça, c'est un premier aspect. Cette journée aura lieu le 20 mars. Mais après, dans le cadre de la mission historique, donc de la Banque de France, nous avons prévu une séquence de 3 petits colloques. Donc, il y en aura un. Alors, c'est pour montrer vraiment la diversité de notre approche. Ça sera la monnaie et l'Italie. Ensuite, nous aurons les banques et la monnaie. C'est toujours les mêmes thèmes. Hein. Il faut reconnaître que la Banque de France et la mission historique. C'est un peu, on est fidèle à notre tradition et à notre mission. Ça sera dans la sortie de la guerre, c'est-à-dire l'immédiate après-guerre, les années 50. Et un dernier, alors nous allons transformer en une journée d'études parce que ça sera aussi la commémoration ou la célébration du 15e anniversaire de l'ACPR, de l'autorité de contrôle prudentiel. À l'époque, ce n'était que l'autorité du contrôle prudentiel à sa création et maintenant de résolution. Donc, c'est-à-dire, c'est la supervision bancaire. Nous allons faire une journée d'études qui sera organisée par l'ancien secrétaire général de la commission bancaire, donc Édouard Fernandez-Bolo,
et qui aura la charge de faire à la fois le lien avec les historiens, les universitaires, mais aussi les praticiens. Donc cette journée devra avoir lieu fin décembre. Et donc, puisque ça nous amène sur les missions, donc dans le domaine de la mission historique de la Banque de France, qui se réunit et a comme mission donc, de valoriser les archives, le patrimoine historique et archivistique de la Banque de France, l'étude de la monnaie et de la banque, mais aussi, donc, une de ses actions les plus visibles, c'est décerner un certain nombre d'allocations de recherche à des jeunes chercheurs, donc depuis des étudiants de master jusqu'en doctorat et post-doctorat. Voilà, je ne vais pas parler plus longtemps, je vais juste, pour introduire le propos du secrétaire général, rappeler, puisqu'on parle beaucoup de Marc Bloch, de l'étrange défaite, alors qui serait tout à fait d'actualité, mais je parlerai plutôt d'un autre papier qu'il a fait en 1933 dans les Annales, le problème de l'or. C'était au Moyen-Âge, et je pense que la phrase introductive, l'incipit, est peut-être ce qui traduit le mieux ce qui va nous rassemble aujourd'hui, c'est, alors je le cite, de tous les appareils enregistreurs capables de révéler à l'historien les mouvements profonds de l'économie, les phénomènes monétaires sont sans doute le plus sensibles. Et alors après, bon, je m'arrête là, et il parle du rôle de l'or, et donc le problème de l'or au Moyen-Âge, mais on pourrait dire le problème de l'or pendant la Seconde Guerre mondiale, est le thème qui nous amène aujourd'hui. Et je cède la parole donc à Bertrand Perret. Merci. Est-ce que ça marche? Oui, ben c'est très bien. Je vais rester debout pour l'occasion. Voilà, les questions logistiques étant réglées, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs, je vais vous parler donc de l'or de la Banque de France en guerre. Le thème qui vous a été annoncé était plus précisément centré sur le retour de l'or, mais compte tenu de l'épopée que fut l'évacuation, je ne veux pas faire l'économie et je ne veux pas vous priver de ce que je considérais être le plaisir d'entendre cette histoire, qui elle-même prend ses racines dans d'autres événements que la France a connus, et qui montre que la Banque de France, quand il s'agissait de préserver les intérêts de la nation, s'est préparée et avait et a mis au point des dispositifs donc pour garantir la sécurité de l'encaisse d'or. Voilà, alors comme le disait tout à l'heure Arnaud, la sauvegarde de l'or de la Banque de France est une des rares batailles de 1939 à 1940, gagnée par la France, et en toute modestie, par la Banque de France. Et je remercie sincèrement l'Académie des sciences d'outre-mer de me permettre d'évoquer cet épisode, hélas méconnu de notre histoire, mais grâce à l'engagement personnel du personnel, et notamment de l'inspection de la Banque de France, l'or a été évacué outre-mer, et notamment aux Antilles, mais pas que. Je laisserai à Yvan Audenat, donc collègues et amis, qui dirige l'Institut donc des missions des départements d'outre-mer, comme ça l'a déjà été évoqué, le soin d'évoquer cet épisode particulièrement aux Antilles. Et pour ma part, je me concentrerai, après avoir mis en perspective quelques éléments historiques, sur l'évacuation en 1930-1940, et le retour de l'or à la libération à partir de 1944. Et j'articulerai donc mon propos en trois temps. D'abord, comme je l'expliquais tout à l'heure, une rétrospective historique, c'est-à-dire le temps de la préparation à partir de 1932, et une évocation des événements qui ont précédé à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Ensuite, je parlerai du temps de la mise à l'abri, qui couvre donc les années 39-40, et puis enfin le temps du retour,
entre 1944 et 1999. Il y a donc 35 ans. Donc, premier chapitre, la préparation. En fait, l'évacuation de l'or donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'une partie émergée d'un profond iceberg historique pour la Banque de France en matière d'évacuation de son encaisse d'or. Par 2 fois, la Banque de France avait dû évacuer précipitamment son or, pendant la guerre de 1870 et pendant la Première Guerre mondiale. Comme le rappelle l'historien Gabriel Ramon, à la fin du mois d'août 1870, Paris étant à son tour menacé, un inspecteur des succursales, M. Vandemarque, reçut l'ordre de mettre en lieu sûr, à Brest, près de 247 millions de francs en or monnayé et en lingots, contenus dans 1221 boîtes censées renfermer des projectiles spéciaux. 40 ans plus tard, bis repetita, au milieu du mois d'août 1914, les troupes du Kaiser étaient à moins de 100 km de Paris. Le 18 août, l'ordre fut donné d'évacuer d'urgence l'encaisse d'or, à Brest et dans les succursales du sud de la Loire, Agen, Avignon, Bordeaux, Bourges, Brest, Limoges, Mende, Poitiers, Le Puy, Saint-Brieuc, Valence et Toulouse. Peut-être que dans vos déplacements en France, vous avez pu remarquer, en tout cas jusqu'à il y a quelques années, que la Banque de France avait de nombreuses succursales dans les départements et avec des bâtiments souvent historiques et très fortement protégés. C'était des bâtiments qui avaient donc un certain nombre de salles fortes et c'est bien dans ces salles fortes que l'encaisse d'or de la Banque de France a été répartie. Comme le rappelle dans ses mémoires le ministre des Finances de l'époque, donc on est en 1914. En 15 jours, au prix d'un labeur acharné, toute l'encaisse, tous les dépôts de titres sont évacués. Du 18 août au 3 septembre, des trains entiers, des fourgons attelés aux trains de messagerie emportent sans interruption 36 millions d'argent et près de 4 milliards d'or. Les réserves d'or de la Banque de France, qui se montaient à 500 tonnes, furent envoyées et conservées à Bordeaux. Après la Première Guerre mondiale, les dirigeants de la Banque de France, conscients des progrès de l'artillerie, décidèrent de renforcer la protection des réserves d'or, et en particulier à Paris. C'est dans ce but qu'ils construisirent une salle forte de plus d'1 hectare, à 30 mètres de profondeur sous le siège actuel de la Banque de France, dans la partie qui est en dessous de son nouvel immeuble, un immeuble qui a été achevé dans les années 50. Cette souterraine, donc cette salle d'1 hectare, a été aussi rendue célèbre par un écrit de Stefan Zweig, qui, si cela vous intéresse, vous pourrez le consulter sur YouTube, puisque ce texte est accompagné d'un petit film qui décrit et montre très très bien la singularité et la particularité de cet ouvrage qui a été construit comme une mine et qui effectivement est unique en son genre. Donc ce chantier de la souterraine, donc, qui est né dans l'esprit des dirigeants après la Première Guerre mondiale, ce chantier s'est déroulé sur 3 ans, de 1924 à 1927, et occupa à peu près 1200 ouvriers jour et nuit. Mais dans les années 30, la souterraine est finie en 1927, le stock d'or est donc conservé en son sein, mais dans les années 30, alors que l'Allemagne se faisait plus menaçante, en tout cas l'Allemagne nazie, la Banque de France, redoutant le jamais 203, mit au point une nouvelle stratégie de protection de son or en accord avec les autorités militaires. Pour replacer dans le contexte des années 30, le gouvernement Tardieu venait de faire voter par le Parlement, en décembre 1929, les crédits pour fortification des zones frontières, donc la création de la ligne Maginot. Et dans la foulée, le ministère de l'Intérieur se préoccupa de la défense de l'encaisse d'or de la Banque de France. La direction de la Sûreté Générale, à l'époque,
adressa à la Banque de France les mesures à prendre en cas de guerre dans les parties du territoire exposées aux atteintes de l'ennemi. La Banque de France découpa alors ses succursales en 4 zones de risque décroissant. La première zone est celle qui était directement exposée aux invasions qu'on peut identifier à la région envahie pendant la guerre de 1914-18. La deuxième zone était celle qui a subi l'invasion ou l'occupation étrangère au cours du XIXe siècle, soit en 1815 et 1870. La troisième zone, dite de sécurité normale, est constituée par l'intérieur de la Bretagne, la plaine de l'Ouest et du Sud-Ouest, ainsi que la vallée du Rhône et le massif alpin. Enfin, la quatrième zone, qui constitue donc ce qu'on appelle le réduit de défense de la défense du pays, et comprend lui le massif central et la partie centrale des Pyrénées. À ce moment-là, il fut décidé de ne conserver l'or que dans les zones 3 et 4, donc Bretagne, plaine ouest, sud-ouest, vallée du Rhône, et massif central et partie centrale des Pyrénées. Et à cette époque, il fut décidé de réduire graduellement les stocks qui étaient dans les zones 1 et 2, donc les parties autrefois exposées à des invasions étrangères. Donc déjà, en 1932, on relocalisait notre stock d'or. Il y en avait bien sûr à la souterraine, mais celui qui était en province a été réuni dans les zones les plus sûres. Au début de l'année 1932, ce plan, donc élaboré aussi avec la Sûreté nationale, comme je l'évoquais, fut approuvé, donc mis en œuvre, et donc 2 ans plus tard, alors que les tensions se précisaient au niveau géopolitique, la Banque de France reçut alors ses plans d'évacuation. On dressa une liste des succursales d'évacuation immédiate en cas de mobilisation générale. En 1938, les tensions internationales conduisent le gouverneur de la Banque de France, qui à l'époque était M. Pierre Fournier, à envoyer de l'or pour 50 millions de dollars à New York et pour 15 millions de livres à Londres. Et ce, afin de couvrir les dépenses que le Trésor français pourrait être obligé d'engager pendant d'hypothétiques 2 mois d'un début de conflit, ou pendant plutôt 2 mois d'un hypothétique conflit. En 1939, le mouvement de repli s'accélère encore. En avril, le gouverneur Fournier décide que désormais, seuls 17 milliards, soit 420 tonnes, seraient conservés à Paris et pourraient, le cas échéant, être rapidement évacués. Les autres 1735 tonnes d'or, pardonnez-moi, donc seraient prépositionnés ou étaient prépositionnés en province, dans des villes qui toutes étaient situées au cœur de la France. Et le 12 mai 1939, le gouverneur donna l'instruction de mettre tout l'or en sûreté. Les dernières évacuations furent réalisées en septembre, dans les premiers jours de la guerre. Maintenant, cet or est évacué, il faut le mettre à l'abri. Donc, on le met à l'abri de l'autre côté de l'Atlantique, mais pas que. Mais en novembre 1939, comme le président Roosevelt avait réussi à surmonter l'opposition des isolationnistes américains, qui à l'époque, je vous rappelle, avait conduit donc le président à trouver un moyen de vendre des armes aux belligérants alors qu'il était pays neutre et dans une dynamique isolationniste, il fit quand même voter, ce président Roosevelt, le principe de cash and carry dans une loi qui s'appelle le Neutrality Act. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire, le cash and carry, quand on n'a pas le droit, en principe, de vendre des armes donc à des belligérants? En fait, tout simplement, c'était l'autorisation pour des pays de venir acheter des armes à condition qu'elles soient réglées au comptant en dollars et que le pays vienne les chercher lui-même et les ramène lui-même dans son pays. Et tout cela, comme je l'indiquais, donc au risque de l'acheteur. Et donc, grâce à ce système du cash and carry, la Banque de France a envoyé assez rapidement à la Réserve fédérale de New York, donc au sud de Manhattan, dans un bâtiment qui dispose lui aussi de salles fortes dans lesquelles l'or est conservé,
Donc, dans les jours qui suivirent donc, les événements de novembre 39, ou tout du moins la situation en décembre 39, on a décidé donc d'envoyer de l'or à la Réserve fédérale de New York, et donc sur des bateaux de guerre de la Marine nationale, pour, en quelque sorte, avoir sur place de quoi payer en cash and carry des achats d'armes. Mais pour des raisons politiques, on a dû, lié à ce Neutrality Act, on a dû décharger l'or au Canada, puisque au vu de conventions internationales et en lien avec l'acte de neutralité que j'évoquais tout à l'heure, il était interdit à un navire d'un bateau belligérant de relâcher plus de 24 heures dans un port neutre. Les États-Unis étant neutres, on était bien dans ce cas. Or, 24 heures, ce n'est pas un délai suffisant pour débarquer des tonnes d'or. Et puis, charger le matériel correspondant au cash and carry. Par contre, ça ne concernait pas le Canada, puisque le Canada était un belligérant et était en guerre, donc comme nous, contre l'Allemagne. Donc du coup, Québec et Montréal, qui, elles, étaient inaccessibles par voie maritime, quand le Saint-Laurent était pris par les glaces, du coup, on a envoyé notre or à Halifax, et une fois débarqué, l'or fut acheminé par des convois ferroviaires jusqu'à la Réserve fédérale de New York, et là, un inspecteur de la Banque de France fut détaché pour en assurer le gardiennage ou, disons, la supervision. En supplément des 40 tonnes qui sont déjà présentes à New York, donc c'est 350 tonnes qui furent envoyées entre novembre 39 et mars 40. Alors, évidemment, quand on transporte de l'or, on ne le transporte pas dans un voilier, dans un bateau de pêche ou autre, même à des fins de camouflage. On prend toutes les sécurités possibles et on recourt à la marine, sauf exception, vous verrez. Donc, entre novembre 39 et mars 40, ce sont 100 tonnes d'or qui sont convoyées par des croiseurs marseillaises, Jean de Vienne et Lorraine, et ce, depuis le port de Toulon. Et ça, c'était le 14 novembre 1939. De nouveau, 100 tonnes sont convoyées par le cuirassé Dunkerque, au départ de Brest, et ce, le 13 décembre 1939. Enfin, 150 tonnes seront envoyées sur le croiseur Algérie et le cuirassé Bretagne, au départ de Toulon, le 12 mars 40. Tout cet ensemble en direction des États-Unis via Halifax. Et ces encaisses, donc ces montants, vous vous souvenez, il y avait 1730 tonnes donc, en province, et il y avait 420 tonnes dans les coffres de la souterraine. Ces encaisses envoyées aux États-Unis devaient à la fois être suffisantes pour garantir donc les contrats de cash and carry, mais devaient être pas assez fortes pour devenir l'instrument d'une pression extérieure sur les décisions de la France. Et ainsi, en mai 1940, l'offensive allemande conduisit la Banque de France et les autorités à évacuer le reste de l'encaisse, pour partie à New York, de nouveau 406 tonnes, et de la même manière, 450... Alors, nous avons 406 tonnes qui sont parties, ensuite dans différents bateaux, 194 tonnes, 212 tonnes, je ne vais pas donner trop de chiffres, mais surtout, nous avons, par dérogation à l'usage de bateaux militaires, j'allais dire de plein exercice, envoyé 425 tonnes supplémentaires sur des paquebots, qui certes avaient été réquisitionnés par la marine, et nous avons de nouveau envoyé de l'or aux États-Unis par Halifax, mais nous en avons aussi stocké à la Banque du Canada. La cargaison d'autres bateaux, et notamment, si je ne me trompe pas, un des deux bateaux paquebots réquisitionnés, lui fut transporté à Casablanca. Et ce, sur le navire de guerre américain USS Vincennes. Par contre, il était considéré comme étant mis sous dossier à New York. Donc si on avait besoin, le cas échéant, on pouvait, avec l'accord de la Réserve fédérale de New York, considérer que ce stock d'or qui était donc positionné à Casablanca l'était, le cas échéant, pour le compte des États-Unis, dès lors que nous aurions à l'utiliser
dans ce sens. Et ensuite, quand le bateau Émile Bertin, qui était allé à Halifax, est rentré, donc nous avons de nouveau envoyé 254 tonnes à partir de Brest pour le Canada, donc en passant par Halifax pour la partie réservée à la réserve fédérale de New York et aussi pour la partie qui a été mise à l'abri à Ottawa. Donc, la totalité du stock d'or est évacuée. La dernière évacuation se fera sur le port du port Zik. Et ce fut d'ailleurs un moment de l'histoire assez tendu parce que ça a été une course contre la montre pour pouvoir transporter cet or du fort de Port-Zik dans les derniers bateaux disponibles et enfin de larguer les amarres très très peu de temps avant que les Allemands n'arrivent donc au bout de la Bretagne, en tout cas dans cette zone-là. Je ne parlerai pas de la valse hésitation du dernier convoi d'or qui était donc transporté par l'Émile Bertin. Je laisserai donc ce chapitre à Yvan, puisqu'il concerne plus particulièrement les Antilles. Petit récapitulatif, après tous ces chiffres, nous avions 10 tonnes d'or à Casablanca, 735 tonnes à Dakar, 254 tonnes à Fort-de-France, 258 tonnes à Londres, 476 tonnes à New York et 345 tonnes à Ottawa. Nous avons donc bien les 2080 tonnes d'or de la Banque de France qui sont mis à l'abri. Alors pendant toute la guerre, l'or est resté immobilisé à Londres, à New York, à Ottawa, à Fort-de-France. Les comptes furent bloqués par les autorités pour éviter que le régime de Vichy ne les utilise. À Fort-de-France, c'est un blocus naval qui a été mis en place par les Anglais et les Américains, qui a permis d'interdire tout mouvement et donc éviter que le gouvernement de Vichy puisse mettre la main sur cet or. À l'automne 1940, une autre partie fut déplacée, comme je l'évoquais tout à l'heure, de Dakar à Kayes, donc pour l'éloigner des côtes, Kayes étant au cœur du Mali, qui était donc alors le Soudan français. Et l'or y resta là aussi pendant toute la durée de la guerre. Alors, un événement notable à propos de cet or, c'est qu'une partie de l'or conservé par la France n'était pas de l'or français, mais de l'or belge. Il s'agissait de 200 tonnes d'or qui appartenaient au gouvernement belge et que le gouvernement collaborationniste de l'époque avait demandé à récupérer. Et donc, à l'entrée en guerre, la Banque nationale de Belgique récupère ces 200 tonnes d'or que le gouvernement belge, donc à Bruxelles, confie à la garde de la Reichsbank à Berlin. Göring le saisit et s'en servit pour payer des achats, notamment aux pays neutres qu'étaient la Suisse, la Suède, le Portugal et l'Espagne. Le gouvernement en exil fit un procès à la Banque de France à New York pour obtenir la restitution de cet or, et le procès dura toute la guerre. L'issue de ce procès, vous le connaîtrez à la fin de mon discours. Voilà, vous avez compris, la Banque de France a une tradition, je ne la jugerai pas, c'est un constat, lié au conflit de 1815 à 1945, qui nécessita d'avoir des plans de stockage, de mise à l'abri et d'évacuation de l'or, et avec un sens de l'anticipation, notamment pour le dernier épisode de la Deuxième Guerre mondiale, qui fit que la Banque de France, à partir de 1932, avait en tête donc un plan d'évacuation et de mise à l'abri. Maintenant, le retour. Le retour, qui est donc l'objet en particulier de cette conférence donc, sur la libération. À la libération, la question du retour de l'or n'était vraiment pas la priorité du gouvernement. L'or est en sécurité donc dans ces différents lieux de stockage et de surcroît, la flotte militaire était mobilisée pour d'autres missions plus importantes. Donc ce n'est qu'à partir de février 1945 que l'or commence à être rapatrié, à commencer par l'or situé à Alger. En septembre, l'or qui était à Kayes
donc au Mali, fut transféré de nouveau à Dakar pour être de nouveau rapatrié à Toulon. Et lors de la Martinique, Yvan en parlera, revient en métropole en 1947. Alors comme à l'aller, le retour de l'or se fait naturellement en bateau militaire. L'or de New York est resté à New York, en tout cas pour une grande partie, et fut converti en dollars pour payer des importations donc indispensables à la reconstruction du pays. Cette fois, ce n'était plus le cash and carry, c'était plus pour acheter des armes. On était revenu à des relations commerciales internationales dans un cadre conventionnel, et cet or, transformé en dollars, nous permet d'importer des produits américains pour la reconstruction. Et pourquoi? Parce que en septembre 1945, nous avions ce qu'on appelle un prêt à bail ou un prêt bail qui avait été mis en place par les États-Unis pour la durée de la guerre, pour importer probablement des denrées qui n'étaient pas des armes, puisque celles-ci étaient interdites pour un pays non belligérant, pardon. Et donc, ce prêt à bail se terminant, c'est notre stock d'or qui nous permet dorénavant d'acheter et d'importer un certain nombre de biens, et ce qui nous permet de faire la soudure avec le plan Marshall. Par contre, sur cet or que nous avions conservé à New York, la Banque de France a décidé de prélever 200 tonnes pour rembourser la faute du gouvernement collaborationniste et de la Banque nationale de Belgique. Et de ce fait, en rendant 200 tonnes d'or au gouvernement donc légitime d'après-guerre, la France a été subrogée dans les droits de la Belgique avec une créance cette fois sur la Reichsbank qui avait récupéré donc avec Göring cet or belge qui avait été rapatrié en Belgique au début de la guerre, donc au profit de ce gouvernement collaborationniste. Et à l'issue de la guerre, il y a eu une commission tripartite qui fut établie, on l'appelait la GTC, la Gold Tripartite Commission, qui réunissait les Français, les Anglais et les Américains pour réattribuer ou attribuer l'or retrouvé en Allemagne et à l'étranger. Les pays neutres restituèrent une très faible partie de cet or qu'on appellerait mal acquis aujourd'hui. Et puis des caches furent retrouvés aussi en Allemagne, notamment dans la mine de sel de Merker en Thuringe. Au regard de cette créance que j'évoquais tout à l'heure, que nous avions donc par subrogation des droits belges vis-à-vis de l'Allemagne, la Banque de France fut indemnisée d'environ 130 tonnes d'or sur les 200 que j'évoquais tout à l'heure. Mais, il y a 25 ans, en 1999, cette commission tripartite effectua le dernier règlement par rapport à ces créances, et c'est ainsi que nous reçûmes 50 kilos d'or pour la France. Cette commission mit fin à ses activités, et c'était le point final du retour intégral de l'or de la France, qui donc prit 55 ans. Quelques mots pour conclure, et c'est peut-être le principal enseignement. Moins de 3 mois après le retour de l'or d'outre-mer dans la métropole, en 1947, l'or fut à nouveau évacué en Afrique. Cette fois, la menace venait de l'Est, et devant le risque d'un nouvel embrasement, après le déclenchement de la guerre de Corée, les autorités politiques de la Banque de France décidèrent d'évacuer plus d'un quart du stock d'or à Brazzaville. L'or n'en reviendra qu'en 1958, à l'initiative du général de Gaulle. Au total, comme je l'évoquais tout à l'heure, nous constatons que la Banque de France s'est à chaque fois montrée la gardienne vigilante et intraitable des réserves et des intérêts financiers de la nation. Je vous remercie pour votre attention. Je prends la précaution d'un petit verre d'eau parce que
je suis malheureusement enrhumé, j'espère que ça n'entrera pas trop le propos que je vais vous tenir. Monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs, la sauvegarde de l'or de la Banque de France durant la Seconde Guerre mondiale comporte un volet encore plus méconnu, mais non moins rocambolesque, auquel Bertrand Perret a fait allusion dans son discours. C'est l'envoi d'une partie de cet or en Martinique. Et je suis reconnaissant à l'Académie de prendre le temps de s'y pencher aujourd'hui. À vrai dire, le stockage de cet or en Martinique n'a pas en lui-même laissé de souvenirs marquants sur l'île. En toute logique d'ailleurs, compte tenu de l'atmosphère de secret dont il a été entouré. Secret n'est d'ailleurs peut-être pas le bon terme. Dans les bars de Fort-de-France, beaucoup de gens savaient. Le terme mystère serait davantage approprié. L'île a longtemps bruissé de rumeurs. L'or était-il bien en Martinique? Était-il toujours en Martinique? Avait-il été coulé en mer? Ce qui, dans chaque famille, a davantage frappé les esprits et les mémoires, ce sont les bouleversements politiques et sociaux ayant marqué la Martinique de cette époque-là, et dont la présence d'une si précieuse marchandise, objet de toutes les convoitises, pourrait avoir été le catalyseur. Je vais ainsi vous relater une histoire profondément humaine à travers quelques personnages qui ne sont pas tous passés à la postérité, mais ont permis que l'or de France, abrité en Martinique, soit préservé des tumultes du monde d'alors. Un voyage au long cours, en 3 étapes: l'or convoyé, l'or convoité, et enfin l'or libéré. L'or convoyé, cette première scène s'ouvre sur les hauteurs du Morne-Garnier à Fort-de-France, en Martinique. De là, on domine la baie des Flamands en face et la mangrove de Génipa à gauche, probablement le plus beau point de vue de l'île. C'est là aussi où se trouve le fort d'Euzet, imposante fortification de type Vauban, anciennement nommé Fort Bourbon en hommage à Louis XV, qui en avait décidé la construction au XVIIIe siècle, devenu fort de la Convention sous la Révolution, puis renommé Fort Georges par les Anglais en 1794, avant que Napoléon Ier lui donne son nom définitif en 1802, en hommage à l'un de ses généraux, le Louis-Charles-Antoine d'Euzet, tué à la bataille de Marengo en 1800. À quelques centaines de mètres du fort se trouve la maison des Messcésaires, autre monument martiniquais. Entre 1940 et 1945, le fort d'Euzet est le lieu de travail d'Édouard Albano de Katov, employé parisien de la Banque de France, chargé d'une mission qu'il a acceptée, j'ouvre les guillemets, crânement, sans observation d'aucun ordre, je ferme les guillemets, selon une note interne de la Banque de France datée du 5 février 1941. Surveiller sans relâche, compter et recompter sans cesse. Quoi donc? 4000 sacs et sacoches remplis de pièces et médailles d'or et 800 caisses de lingots d'or. Au total, un stock d'or de 254 tonnes entreposé au fort d'Euzet, dont il faut régulièrement vérifier le poids avec des balances habituellement utilisées pour peser des bananes, de sorte que, bien sûr, le compte ne tombe jamais juste. Mais ce stock d'or, comment est-il arrivé au fort d'Euzet? L'histoire commence le 11 juin 1940, après avoir embarqué 254 tonnes d'or à Brest, et avec Édouard de Katov à son bord, le croiseur Émile Bertin s'est appareillé pour Halifax, d'où l'or doit être en principe être transféré à la Banque du Canada à Ottawa. Pour Édouard de Katov,
c'est le second voyage à Halifax. En décembre 1939, il a déjà effectué le convoyage de 100 tonnes d'or à bord du QRC Dunkerque. Le croiseur Émile Bertin atteint le port d'Halifax le 18 juin. Sur place, une certaine confusion règne. Le 17 juin à midi, le maréchal Pétain, qui la veille a succédé à Paul Reynaud comme président du Conseil, a annoncé à la radio une demande d'armistice française. Immédiatement, l'amiral Darlan, chef d'état-major de la marine, a contesté cette décision et a annoncé par radio que la guerre se poursuit. Le 18 juin à 13h15, l'amiral Darlan donne l'ordre de ne pas décharger l'or et d'attendre ses instructions. Quelques heures plus tard, à 16h, il donne l'ordre de repartir dès que possible avec le chargement d'or pour Fort-de-France. Pendant 3 jours, les Britanniques tentent de retenir le navire en faisant pression sur les Canadiens et les Français. Les choses se présentent mal. Et le 21 juin, le capitaine de vaisseau Battet, commandant de l'Émile Bertin, télégraphie à la maigrauté française. J'ouvre les guillemets. Autorités canadiennes me font savoir s'opposer à mon départ par ordre de le gouvernement. J'ai informé l'ambassade Washington. Je prends vos ordres pour sortir par la force. Chance de réussir, 1 sur 3. Cependant, Mackenzie King, le Premier ministre canadien, refuse d'employer la force pour retenir l'Émile Bertin, craignant les conséquences que cela pourrait avoir sur le plan intérieur et notamment au Québec. Le bateau donc quitte le port d'Halifax le 21 juin à 18h. Guidé par des remorqueurs canadiens, escorte peu rassurante, à laquelle l'Émile Bertin réussit à échapper grâce à sa pointe de vitesse, 40 nœuds. Et il arrive à Fort-de-France le 24 juin, sous la menace continue des sous-marins allemands. La suite, c'est Camille Steff, jeune militaire martiniquais affecté au Fort de Zé en 1940, qui la raconte. Toute la garnison, des soldats et des gendarmes, avait été réquisitionnée, se souvient-il. Ce sont les camions de l'armée qui ont servi au transport des caisses d'or. Cela s'est fait en 1 journée. Les petits sacs et les caissettes d'or pesaient entre 15 et 20 kilos. Après cette opération périlleuse, on nous a mis de garde au Fort de Zé. J'ai gardé moi aussi l'or de la Banque de France. Bien entendu, les gardes étaient plus longues à la forteresse. Cependant, dans nos conversations, on ne parlait jamais de cet or qui était caché sous nos pieds. On avait 20 ans et on se demandait surtout si on allait nous envoyer au front. Je n'y suis jamais allé. Je ne suis pas un héros. L'or désormais stocké au Fort de Zé est sous bonne garde, celle de l'armée de terre, de Camille Steff et d'Édouard de Catov. Est-il pour autant à l'abri? Rien de moins sûr, tant il suscite de la convoitise. Et à qui appartient-il? À la France libre? À Vichy? C'est cette double interrogation que s'ouvre la deuxième étape du voyage, l'or convoité. La Martinique de 1940 est placée sous la houlette de l'amiral Georges Robert, nommé commandant en chef de l'Atlantique Ouest et haut commissaire de France aux Antilles, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Guyane en 1939. Rallié au gouvernement de Vichy qui vient de signer un armistice avec l'Allemagne, l'amiral Robert dispose de nombreuses troupes sous ses ordres et loin de la métropole, a tous les pouvoirs. Il en use et en abuse. Élus démis de leurs fonctions, arrestations arbitraires, répression policière. Pour la population commence une période de disette et de privation. Le 24 avril 1941, le bateau Paul Le Merle, qui a quitté Marseille un mois plus tôt en direction des États-Unis, fait escale en Martinique. Claude Lévi-Strauss fait partie des passagers. Dans Triste Tropique, rapportant les souvenirs de son débarquement à Fort-de-France, il évoque
une soldatesque emploie une forme de dérangement social qui eût mérité de retenir l'attention de l'ethnologue si celui-ci n'avait été occupé à utiliser toutes ses ressources intellectuelles dans le seul but d'échapper à ces fâcheuses conséquences. La Martinique est également sous haute surveillance américaine et anglaise. L'île se situe à la fois dans la sphère d'influence américaine, mais aussi entre deux colonies britanniques antillaises, la Dominique au nord, Sainte-Lucie au sud. Winston Churchill envisage de s'emparer de l'Empire français, aidé par le général de Gaulle. Plusieurs opérations dans les territoires de l'Empire, dont la Martinique, sont programmées, notamment dans le but de mettre la main sur l'or de la Banque de France. Mais les États-Unis n'entendent tolérer aucun contrôle étranger sur la Martinique ou sur les autres possessions françaises de l'hémisphère occidental, ni permettre que l'or tombe entre les mains allemandes. Un porte-avions américain est donc envoyé à Sainte-Lucie pour observer nuit et jour les mouvements de la flotte française. Début novembre 1940, l'américaine John Wills Greenslade, commandant en chef de la marine américaine dans la zone des Caraïbes, et l'amiral Robert s'accordent sur le ravitaillement de l'île, alors que les liens commerciaux entre la Martinique et la métropole sont quasiment interrompus. En contrepartie, les autorités américaines obtiennent de venir, quand elles le souhaitent, vérifier que l'or reste bien entreposé au Fort de Zé. Après l'entrée en guerre des États-Unis en 1941, le successeur de Greenslade, l'amiral John Howard Hoover, vient en Martinique le 9 mai 1942 à la rencontre de l'amiral Robert. Ils sont alors convenus que l'or sera immobilisé en Martinique. Mais les relations avec le régime de Vichy se détériorent. Les Américains renforcent le blocus de l'île à partir de novembre 1942. Pour la population, au début de 1943, les conditions de vie deviennent de plus en plus pénibles et les restrictions alimentaires s'aggravent. Sous la pression allemande, en avril 1943, le gouvernement de Vichy demande à l'amiral Robert d'immerger l'or afin qu'il échappe tant aux Américains qu'aux Britanniques. Mais l'amiral Robert n'obtempère pas. Ressent-il que le ralliement de la Martinique à la France libre est inéluctable? C'est la dernière étape du voyage, l'or libéré. Il est vrai que progressivement s'est organisé ce qu'on a appelé la dissidence de ceux qui refusent le régime dictatorial en place. Rejoindre la Dominique ou Sainte-Lucie dans une yole de pêcheurs à condition d'échapper aux patrouilles de la marine ou de surmonter les conditions de navigation difficiles. Intégrer les forces françaises libres, recevoir une formation militaire au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et enfin rejoindre les unités de combat en Afrique du Nord. Au total, entre 4000 et 5000 Antillais et Guyanais entreront en dissidence. Autre forme de dissidence, celle d'Aimé Césaire, alors professeur au lycée Schellcher de Fort-de-France, qui fédère autour de lui une résistance intellectuelle à travers la revue Tropique, entre avril 1941 jusqu'à son interdiction en février 1943 par les services de l'amiral Robert. Cette période est aussi celle où Aimé Césaire rencontre le poète André Breton, le peintre Wilfrid Lam, arrivé par le même bateau que Claude Lévi-Strauss et contraint de séjourner en Martinique. Tout se précipite à partir de la mi-juin 1943. Le 18, un comité martiniquais de libération nationale est constitué. Le 27, la 3e compagnie du camp de Balata, emmenée par le commandant Henri Tourtet, se mutine, vite rejointe par d'autres soldats. Les manifestations se succèdent dans le Fort-de-France. Le 29 juin, l'amiral Robert doit abandonner sa résidence en ville pour se réfugier à bord de l'Émile Bertin. Le 1er juillet 1943, il décide de quitter la Martinique et sollicite par l'intermédiaire des Américains la venue d'un plénipotentiaire des forces françaises libres auquel il remettra tous ses pouvoirs afin d'assurer la continuité de la souveraineté française. Il en informe Vichy qui lui irritait à plusieurs fois l'ordre d'immerger l'or, qui, lui dit-on,
ne doit en aucun cas tomber entre les mains des Américains. L'amiral Robert télégraphie le 5 juillet 1943, les troupes de l'armée coloniale se sont mutinées, ces troupes sont retranchées au camp de Balada, dans les casernes et au fort de Zé, où se trouvent leurs placés, ainsi hors de mon contrôle. Le 14 juillet 1943, arrivé de Washington, Henri Hoppenot, ambassadeur de la France combattante aux États-Unis et délégué extraordinaire du Comité de la Libération nationale aux Antilles, prend le contrôle de la Martinique au nom de la France libre. Concernant le rôle de l'amiral Robert, il déclare le 29 juillet 1943 dans son message aux conseillers généraux « Je manquerais à mon devoir d'homme et de Français si je ne rendais pas à l'amiral Robert ce double témoignage qu'il a inflexiblement maintenu pendant 3 ans la souveraineté française entière et inviolée sur ces îles, et qu'à l'heure des suprêmes décisions résistant aux ordres répétés que Berlin lui faisait transmettre par Vichy, il a remis une réserve d'or et une flotte intacte à l'autorité française à laquelle il cédait la place. Cependant, ces temps, les représentants de la France libre ne peuvent pas encore en disposer librement. Face à eux, un gouvernement américain qui considère que l'or doit d'abord servir de garantie au remboursement des dettes françaises, non à équiper les troupes de la France libre et refuse donc de le laisser transporter hors de Fort-de-France. À partir de juin 1944 se déploie l'organisation monétaire chapeautée par la Caisse centrale de la France d'outre-mer nouvellement créée et préfiguration de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, qui lui verra le jour en 1959. Créée par l'ordonnance du 2 février 1944, la Caisse exerce le privilège d'émission en Afrique équatoriale française, au Cameroun et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce privilège est étendu par ordonnance du 27 juin 1944 à La Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, et par ordonnance du 28 août 1944 à la Guyane. Une autre ère commence. Pour l'or, relique barbare selon le mot de Keynes, c'est le début de son effacement progressif en tant qu'actif monétaire. Petit à petit, il cède la place dans les paiements du quotidien à d'autres instruments. Des pièces métalliques frappées à partir d'autres métaux, bronze, cuivre, des billets de banque, la monnaie scripturale. Au total, et ce sera mon épilogue, durant toute cette période de grands bouleversements, l'or apporté en Martinique demeure en toute sécurité au fort de Zé et ne sera finalement envoyé au siège parisien de la Banque de France que bien après la fin de la guerre. Bertrand l'a rappelé, une petite divergence, Bertrand a dit 1947 et moi mes sources me disent mars 1946, donc il y a un petit mystère encore à clarifier. Un voyage plus tranquille cette fois à bord du croiseur Montcalm aux allures de croisière. Édouard de Katov n'en fait pas partie. Il quitte la Martinique plus tôt, dès le 11 mai 1945, puis reprend une carrière plus classique à la Banque de France jusqu'en 1954. Après la guerre, Camille Steph retourne à la vie civile et entreprend une carrière dans le transport maritime à la Compagnie Générale Transatlantique. L'amiral Robert, lui, est arrêté à la Libération et comparaît devant la Haute Cour de justice le 14 mars 1947. Il est condamné à 10 ans de travaux forcés, puis relevé de sa peine en raison de ses états de service et de son âge. Il est probable que son refus d'obtempérer à l'injonction donnée par Vichy de couler l'or entreposé à Dezay a contribué à tempérer la décision de la Haute Cour de justice. Il est amnistié en 1954, puis relaxé en 1957. Cependant, nul doute que l'amiral Robert aura mené la vie dure aux Martiniquais. Dans son roman Le Nègre et l'amiral, Raphaël Confiant écrit « L'amiral,
sans doute cousin du maréchal qui régnait là-bas sur notre très sainte mère, la France, institua ici l'ordre de l'agenouillement. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Manas, vous voulez me rejoindre? Et avec plaisir. Si vous en êtes d'accord, nous allons ouvrir un petit débat. Exactement. Je voudrais savoir si dans la salle, il y a quelqu'un qui souhaiterait donner un commentaire, poser une question, éventuellement engager un débat autour de ces questions très techniques, mais en même temps très, très importantes pour l'histoire de notre pays. Qui souhaite intervenir? Je vous en prie, vous voudrez bien donner votre nom, s'il vous plaît? Oui, mon nom est Richard Rodan, je viens au titre de la zone. Je vous remercie d'ailleurs de m'accueillir. Je participe de temps en temps aux réunions qui sont toujours d'un très grand intérêt. J'ai eu un collègue autrefois qui s'appelait Biggenwald et qui nous parlait avec beaucoup de fierté de la mission de son père. Son père était officier de marine. Et il a participé, m'avait dit Thierry Biggenwald, c'est le nom du fils, il avait participé à un convoi d'or, je crois me rappeler, ça devait être en 39-40, au départ de Toulon. J'avais cru, je crois me rappeler que c'était vers la Grande-Bretagne, mais je n'en sais pas plus. Est-ce que le nom de cet officier de marine vous dit quelque chose? Est-ce qu'il a laissé des traces? En tout cas, je signale que lorsqu'il est mort, il y a eu un avis, c'était il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, je ne me rappelle plus trop bien, ou peut-être même davantage, il y a eu un avis de décès dans Le Monde avec une petite notice biographique à ce sujet. Qui souhaite répondre? Disposons-nous des éléments de réponse? Alors, malheureusement, non. Alors, nous avons les registres du personnel de la Banque de France. Ça, c'eût été un agent de la Banque de France, je ne vous aurais pas répondu dans la minute. Je n'ai pas la connaissance de tous les anciens agents. Mais alors, pour la marine, c'est beaucoup plus difficile. Alors, je sais qu'il y a eu un certain nombre d'ouvrages. Par exemple, l'amiral Le Potier, dans l'après-guerre, aux éditions France Empire, avait écrit La bataille de l'or, où il rappelait l'importance cruciale de la marine pour les rapatriements d'or. Donc, peut-être qu'avec les archives de la marine, ça, vous pourriez en savoir plus. Alors, juste, j'ouvre une parenthèse, que la commémoration du 80e anniversaire de la Libération, pour les Journées du patrimoine, on avait, en accord avec la marine, on avait exposé donc à la Banque de France, et je vous rappelle que la Banque de France est un des rares moments où elle est ouverte au public, pendant les Journées du patrimoine, nous avions exposé une des barres d'or qui avait fait l'aller-retour aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et aussi nous avions exposé des maquettes de bateaux prêtées par la Marine nationale. Donc voilà, il va de soi que nous avons d'excellents liens avec la Marine, mais je ne peux pas vous dire précisément sur cette personne. Une seconde intervention. Donnez le micro. Bonjour, Jean-Paul Michel. Je veux savoir, profitant de la présence des spécialistes Monet, est-ce que cet or de la Banque de France entreposé a joué un rôle direct ou indirect avec les francs de Lamgotte que Roosevelt voulait imposer dans notre pays à la Libération? Alors, pas du tout. C'est-à-dire que, comme ça a été rappelé, l'or a été stérilisé, bloqué. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le faire. Alors, après, les francs de Lamgotte
et toutes ces monnaies qui ont été émises en monnaie d'occupation, puisque c'était le Government of Occupied Territories, et que il y a eu donc de la monnaie d'occupation en Allemagne, en Italie et dans tous les pays où les troupes alliées ont pris pied. C'est classique. Quand on occupe un pays, le plus simple, c'est on imprime de la monnaie, et c'est ce qu'avaient fait d'ailleurs les Allemands quand ils ont envahi la France en 1940. C'était les fameux RKKS, Reichskredit-Kassenschein, c'est-à-dire ces billets qui avaient, comme le rappelait l'économiste René Cédillo, la couverture de ces billets n'était pas de l'or, mais c'était une mitrailleuse de la Wehrmacht. Donc, vous n'avez pas besoin, je dirais, je ferai le parallèle avec les billets de Lamgoth, ils n'étaient pas couverts par l'or, mais par les Sherman et les armes américaines. Et donc, ils n'ont jamais été véritablement mis en circulation, puisque le général de Gaulle a fait un bras de fer et a réussi à obtenir que ce soit les billets français qui soient mis en circulation. Alors, l'histoire est passionnante. Malheureusement, je pense que ça nous amènerait un peu loin. Alors, il y a toute une littérature qui a été faite, en particulier Kenneth Murray, qui est bien connu, qui a fait un livre sur les monnaies d'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, donc qui fait vraiment une synthèse magistrale de cette question-là. Mais en tout cas, je peux vous rassurer, l'or n'a pas servi à ça. Il a été qu'une faible contrepartie de la masse monétaire, puisque il a servi. Donc, on est arrivé avec 2200 tonnes au départ, qui sont revenus absolument intégralement à il y a eu 50 kilos qui sont tombés dans le port de Brest. Donc, ce qui fait que vous avez tous entendu le mythe, et même il y a quelques années, il y a l'affaire Troadec, ce fait divers assez terrible où quelqu'un a trucidé les membres de sa famille. Monsieur Troadec a trucidé les membres de sa famille pour l'or. Alors, c'était sa défense en disant c'était son grand-père qui avait retrouvé l'or de la Banque de France dans le port de Brest. On ne sait pas. En tout cas, il y avait bien de l'or, mais il se trouve que, alors c'était sur nos contacts avec le commissaire local qui dit que chaque fois qu'il y a une affaire d'or en Bretagne, on dit toujours c'est l'or de la Banque de France. Enfin, je referme cette parenthèse. Donc, sur les 2200 tonnes d'or qui sont revenues, quelques années plus tard, en 1948-1949, il n'en restait plus que 500. Parce que il fallait payer, avant que le plan Marshall ne démarre véritablement, il fallait payer le carburant, la nourriture, tout était à reconstruire en France. Voilà ce qu'on peut dire. Une autre intervention? Oui, je vous en prie. Le micro, si. Voilà, qui est juste en dessous. La personne. Voilà. Oui, bonjour, Pierre Mounier-Kuhn. J'ai 2 questions. Premièrement, on a cité parmi les pays neutres auxquels l'Allemagne a payé des achats en or français, l'Espagne, la Suisse, la Suède. Est-ce que l'URSS en a fait partie aussi? Et puis, je passe à ma deuxième question qui n'est pas nouvelle, mais est-ce qu'il y a des éléments nouveaux? Est-ce que la tentative franco-britannique sur Dakar à la fin de l'été 1940 était motivée en partie par le désir de récupérer l'or de la Banque de France pour la France libre? Alors, je vais commencer par la deuxième question. Tout à fait. Alors là, vous avez absolument raison, puisque c'était l'opération Catapulte qui a été faite à Dakar, et c'était le général de Gaulle et Churchill s'étaient mis d'accord parce qu'ils se disaient nous allons pouvoir avec ça financer l'effort de guerre britannique. À cette époque-là, les Américains sont toujours neutres et demandent le paiement intégral de l'effort de guerre britannique. C'est pour ça que vous avez encore le cash and carry, et
les réserves d'or de la Grande-Bretagne, qui étaient importantes, tombent à zéro à la fin de l'année 1940. Donc la situation de la Grande-Bretagne est dramatique, et c'est pour ça que Churchill encourage vivement De Gaulle à mettre la main sur les 600 ou 700 tonnes d'or qui sont d'abord à Dakar et qui vont donc échapper de peu, puisque Dakar, contrairement à ce que pensaient les forces françaises libres et les Anglais, ne se rend pas et ne rallie pas la France libre, mais reste loyal et repousse à coups de canon la flotte anglaise. Et donc, c'est à la suite de ça que l'or va être transféré de Dakar à Kayes, à 800 km à l'est et à l'intérieur des terres. Et là, il n'y a plus de problème, c'est absolument en sécurité. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la deuxième question. Alors, sur les paiements à l'URSS, il n'y a pas eu de paiement à l'URSS parce que l'or était hors de France, il était bloqué, mais une des raisons qui fait que la Belgique, comme ça a été rappelé, a demandé le rapatriement de son or qui était stocké à Kayes à l'été 40, c'est-à-dire qu'on est encore dans l'idée que l'Allemagne a définitivement gagné la guerre et que la paix n'est qu'une question de mois, voire de semaines, puisque l'Angleterre va être écrasée. Et donc, la Belgique, qui avait redouté, qui avait terriblement souffert pendant la Première Guerre mondiale des pénuries alimentaires, pensait rapatrier son or pour acheter à l'Union soviétique, qui était alliée d'une certaine façon de l'Allemagne, enfin en tout cas il y avait avec le pacte, et donc pensait acheter ainsi toutes les ressources alimentaires pour soulager sa population. Et donc il y a une demande qui émane de la Banque nationale de Belgique à l'été 40, en août 40, à la Banque de France, de rapatrier l'or. Mais très rapidement, les dirigeants belges, d'une part en exil, et d'autre part des collaborationnistes avec le roi Léopold III, s'aperçoivent que la messe n'est peut-être pas dite et que avec l'échec de la bataille d'Angleterre pour l'Allemagne, c'est-à-dire la victoire anglaise de la bataille d'Angleterre, et l'arrivée des grandes marées à l'automne 40, une invasion maritime de la Grande-Bretagne n'est plus possible avant un an. Et donc décide de faire marche arrière et de ne plus demander le retour de l'or belge pour payer l'URSS. Et c'est là que ça va être le gouvernement de Laval qui va quand même, à l'injonction de l'Allemagne, rapatrier l'or belge. Mais l'idée, c'était effectivement de payer l'URSS. Alors, il n'y a pas eu de livraison d'or à l'URSS. L'URSS a demandé à la France, qui n'a pas donné suite, la restitution, entre guillemets, le versement de l'or que nous avaient confié les Baltes, les Lituaniens, les Estoniens, le fameux or balte, puisque l'URSS avait absorbé ces pays-là après le pacte germano-soviétique, et la France s'y refusera toujours, et ce qui permettra, en 1999, je crois, à Jacques de la Rosière, ou peut-être un peu avant, je n'ai plus la date exacte, de remettre solennellement, après la chute du mur, aux États baltes, leur or qui leur revenait. Voilà ce qu'on peut dire sur l'or de l'URSS. Merci. Merci beaucoup. Nous avons une question dans la salle. En dehors de l'or belge et l'or hollandais, qu'est-il devenu? Et puis, est-ce qu'en dehors de Dakar, il y avait d'autres endroits où on a stocké de l'or? Et puis la dernière question, mais alors là on sort de l'académie malheureusement, mais je la pose quand même puisque vous êtes le responsable. Est-ce que vous faites, ou est-ce que vous pourriez faire un jour une conférence sur la Banque de France sous Vichy? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Car au fond c'est quelque chose, bon, qui est peut-être un peu délicat, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant, je pense.
Alors, pour l'or hollandais. Alors, l'or hollandais n'a jamais été confié à la Banque de France. Les Hollandais étaient neutres et non... enfin, au début, c'était comme la Belgique, mais ils ont évacué leur or au dernier moment et trop tard. Ce qui fait qu'il était stocké à Amsterdam, à la Banque centrale des Pays-Bas, et ils comptaient l'évacuer par bateau rapide en Angleterre. C'était assez facile, ils étaient au bord de la mer. Mais malheureusement pour eux, les troupes allemandes avaient anticipé et il y a eu le bateau qui a torpillé, le bateau qui contenait une partie de l'or a été torpillé dans un des canaux d'Amsterdam. Et donc, immédiatement dans la foulée, la Wehrmacht a pu récupérer l'or, une bonne partie de l'or hollandais. Il y en avait une partie qui était déjà à Londres, qui était sous dossier à Londres. Mais en tout cas, la France n'a aucun rôle là-dessus. Ça, c'est le premier point. Sur l'or, il y a d'autres ors qui ont été conservés par la Banque de France. Il y a notamment l'or polonais. Alors, l'or polonais a été mis à l'abri. D'une part, il y avait une partie qui a été sous dépôt, c'est-à-dire sous dossier, à la Banque de France, et ensuite, il y a eu une partie qui a été évacuée in extremis après à l'été 39, à l'automne et à l'été 39. Alors, c'est passé par la mer Noire, puisque la Pologne était beaucoup plus grande, contenait à cette époque-là une bonne partie de l'Ukraine, et ça a été une partie de cache-cache avec les troupes allemandes. Mais ils ont réussi à évacuer de façon intégrale leur or, qui a été sauvegardé et confié à la Banque de France, évacué comme l'or belge et l'or français, conservé à Kayes en Afrique, où là, les troupes, enfin le régime allemand, le régime nazi a demandé la restitution de l'or polonais, mais comme il ne pouvait pas compter sur la fiction d'un gouvernement collaborationniste et que le gouvernement légitime en exil s'y était opposé, la Banque de France, forte de ses analyses juridiques et d'un légalisme sourcilleux, a refusé toute restitution. Ce qui fait que l'or a été restitué à la Banque de Pologne à la Libération, mais qui est tombé immédiatement entre les mains communistes. Ça, c'est une autre histoire. Alors, pour la dernière question, la Banque de France sous Vichy, ça mériterait en effet tout à fait une séance à part entière, et je suis à votre entière disposition. Je pense qu'on pourrait en effet organiser une séance, soit ici, soit ailleurs. Mais là, je me tourne vers le secrétaire perpétuel, et c'est... voilà. Une autre intervention? Je vous en prie, Monsieur Hott. Merci. Oui, j'aurais une autre question qui ne s'est pas passée à la même période, mais on disait que le roi Carol de Roumanie était parti dans un train avec tout l'or qu'il avait pu accumuler, confisquer d'une façon ou d'une autre. Alors, où a atterri cet or? Voilà, merci. Alors, je dois dire que la question de l'or roumain, je suis pas très au point. Alors, je sais que... Mais alors, il faut que je fasse des recherches, parce que j'ai vu qu'il y avait une première fois, l'or avait été confié pendant la Première Guerre mondiale. Il y avait des trésors qui avaient été confiés à la Banque de Russie, et qui n'ont jamais été, après la révolution bolchevique, ils n'ont jamais été restitués. Alors, malheureusement, les documents, j'ai vu qu'il y avait des papiers passionnants, mais en roumain. Je ne parle pas le roumain. Alors, ce que je vais faire, mais ça sera quand j'aurai un peu plus de temps, c'est avec DeepL
et les outils de traduction automatique, je dois dire que c'est absolument extraordinaire parce que ne parlant absolument pas le russe, j'ai pu lire comme ça des ouvrages, alors c'est en petit russe, je dirais, mais c'est tout à fait compréhensible. Donc je m'y attellerai pour savoir ce qui s'est passé en Roumanie, mais je n'en ai aucune idée. Alors je sais qu'il s'est passé en Grèce, il y a eu des tas de choses. En fait, ça mériterait quasiment une séance, parce que l'or, pendant la Seconde Guerre mondiale, et voire pendant la guerre froide, il y a des tas d'histoires différentes. Par exemple, en Espagne, c'est l'or de Moscou, qui a structuré pendant pendant 40 ans ou 50 ans, jusqu'à la mort de Franco, toute la vie espagnole, puisque, alors je rappelle très brièvement l'histoire, en 1936, quand même, l'Espagne est la 4e puissance détentrice d'or au monde, elle a 700 tonnes, alors elle s'est considérablement enrichie en étant neutre pendant la Première Guerre mondiale, donc comme il fallait payer en or les importations, c'est à la fois les minerais et les récoltes, donc elle s'est enrichie, et donc elle avait 700 tonnes. En 1936, eh bien, déclenchement de la guerre civile, et les républicains envoient l'or qui était stocké à la Banque centrale à Madrid, l'envoient à Carthagène, et il est transféré ensuite à Moscou pour financer les achats d'armes des républicains contre les nationalistes. Et Staline va vendre excessivement cher des armes, souvent démodées de la Première Guerre mondiale, mais à un prix pas démodé du tout, et ce qui fait qu'après quelques mois, les réserves sont réduites à zéro. Et donc les 700 tonnes d'or vont être un des leitmotifs du régime de Franco, qui va dire l'or de Moscou, c'est-à-dire c'est la trahison des républicains, etc. Et ça ne sera réglé que des années plus tard, avec la fin du régime franquiste. Voilà. Merci beaucoup. Une indication concernant la Roumanie. Nos collègues roumains, nos collègues historiens roumains ont maintenant un accès beaucoup plus complet à leurs propres archives. Et je pense que pour répondre à une question comme ça, il faudrait se tourner vers la communauté des chercheurs roumains, dont, heureusement pour nous, beaucoup s'expriment encore en français. Et c'est une question qui, en effet, mériterait d'être évoquée avec eux. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Lors de la Belgique en 14. Alors, lors de la Belgique en 1914, je pense qu'il a dû... Alors... Ah oui, là, vous me posez une colle. Je pense qu'il a dû être évacué. Il n'a pas dû tomber aux mains des Allemands, même si la Belgique était neutre et que l'Allemagne était une des garantes de la neutralité de la Belgique, mais le Kaiser avait dit que ce n'était qu'un chiffon de papier. Cet accord. Alors, la Belgique était pourtant un des grands pays détenteurs d'or, puisqu'ils étaient, comme la France, sur le franc germinal, avec l'Union latine. Mais je pense qu'ils ont réussi à l'évacuer assez rapidement, mais je dois dire que c'est à vérifier. Je suis désolé. Juste une petite remarque, il faut se rappeler que pendant la Première Guerre mondiale, la Belgique n'est pas totalement occupée, qu'il y a une petite partie du territoire qui n'a pas été occupée, où se sont réfugiées les autorités officielles, et que c'était un utile moyen de dégager les stocks d'or, probablement en direction de la Banque d'Angleterre. Voilà, je pense qu'il faut suivre cette hypothèse, même si ça demanderait à être confirmé par nos confrères belges.
D'autres remarques, d'autres questions? Si je puis me permettre, j'ai moi-même relevé trois questions. Alors une générale et puis deux autres plus particulières. La question générale, au fond, est celle de savoir quels sont les axes de la stratégie de la Banque de France vis-à-vis de la gestion de ses stocks. Est-ce que on se situe dans une logique d'atomisation dont le motif principal serait la recherche de la sécurité, ou est-ce que ce plan a une vision plus large, par exemple en perspective de redéployer l'économie française à partir de ces territoires coloniaux, comme déjà la chose avait été nettement envisagée après la Première Guerre mondiale. Notre académie est née quand même de l'idée qu'après la Première Guerre mondiale, c'était l'empire colonial avec toutes ses forces qui pouvait permettre une renaissance de la France. Et c'est l'origine du plan Sarraut, hein, qui est tout de même le ministre des colonies qui a signé notre décret de création. Voilà, j'aimerais savoir quels sont les axes de la stratégie. Enfin, et puis alors, je vais livrer mes deux questions secondaires. On a évoqué tout à l'heure la question du Québec. Il serait intéressant de revenir un peu sur le contexte politique du Québec de l'époque avec Duplessis. On a même parlé de la dictature de Duplessis. Hein. Voilà, je pense que c'est un élément qui était sûrement présent dans les raisonnements, surtout si on sait les proximités intellectuelles entre une bonne partie de Vichy et puis le duplessisme. Et puis, la dernière question concerne la Martinique et pourquoi pas la Guadeloupe. Enfin, qu'est-ce qui a pu faire qu'on a préféré la Martinique, peut-être économiquement plus forte, à la Guadeloupe? Enfin, quels sont les facteurs qui expliquent ce choix? Alors, pour la première question, clairement, malheureusement, c'est la première option, c'est-à-dire que la sécurité avant tout. Parce qu'il faut savoir que c'était l'or de la Banque de France qui était à son bilan et que ça couvrait la circulation monétaire française. Par exemple, pour l'Algérie, il y avait une banque de l'Algérie et qui avait ses propres réserves et son propre bilan. De même pour les banques coloniales. Donc, le choix d'entreposer l'or dans les Outre-mer n'est pas un choix de la Banque de France, c'est un choix des autorités militaires. C'est-à-dire que la Banque de France, elle, n'a pas les moyens de réquisitionner, n'a pas les moyens, c'est une entreprise privée, alors un peu complexe, puisque, comme l'avait dit Napoléon, je veux que la Banque de France soit dans la main de l'État, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'on est dans un régime un peu hybride, puisqu'il y a des actionnaires privés jusqu'au 2 décembre 1945, mais il y a encore... mais le gouverneur et les conseillers généraux sont nommés par l'État. Mais en tout cas, il y a ce mélange-là qui fait que l'intérêt et l'objectif de la Banque de France, c'est la stabilité de la monnaie. Donc, préserver l'encaisse. Il ne s'agit pas de faire de développement ou autre. Ça, c'est une autre. Après, ça sera la mission de la Caisse de la France libre. Enfin, pardon, pour le développement, l'IEDOM, IEOM, ça sera d'autres missions. Donc, ça, c'est le premier aspect. Donc, toutes les questions de logistique et de où on va mettre l'or et pourquoi ça sera à la Martinique et pas à la Guadeloupe, c'est décision militaire. J'imagine que le Fort de Zé était... et il y a un port, il y avait le port de Fort-de-France, Fort de Zé, c'est là qu'il devait y avoir les troupes les plus importantes. Mais ça, je pense que Yvan pourra peut-être répondre, j'en sais rien. Et après, la dernière question sur le Québec. Alors, en effet, c'est pour ça que Mackenzie King
a laissé partir les Milbertins parce qu'il y allait avoir des élections générales au Québec et une décision contraire à la France et favorable aux Anglais aurait montré qu'il était inféodé aux intérêts anglais et contre le Québec, et aurait sans doute contribué à une défaite électorale. Et c'est pour ça que, malgré les appels répétés de Churchill, qui a personnellement insisté pour que, auprès de Mackenzie King, qui avait vraiment, il voulait absolument, parce que c'était la situation anglaise, je vous rappelle, en matière d'or, était désespérée. Ils ont été obligés de donner des territoires aux Américains, l'échange destroyers, des vieux destroyers américains contre les bases, etc., etc. Donc, je referme la parenthèse. Donc, c'est pour ça, on a vraiment l'importance de l'or dans cette période stratégique. Et je pense donc pour Yvan, l'aspect pourquoi la Martinique plutôt que la Guadeloupe ou les Antilles. Peut-être que je viens au micro, ou peut-être le micro. Oui. Arnaud, vous m'entendez? Ça va? Arnaud, tu as donné l'essentiel de la réponse. La Martinique, c'est là où se trouve le commandement militaire, c'est là où est installé l'amiral Robert. Donc, et c'est lui qui, depuis la Martinique, pilote toute cette valse hésitation de l'Émile Bertin et donne ses ordres au capitaine Batet. Donc je pense que c'est ça l'explication. Mais je fais le lien avec votre première question plus générale sur l'idée que, au fond, cet or ou ce redéploiement d'or aurait pu servir de fondement à une sorte de développement de la France à travers ses outre-mer. On peut presque regretter que ça n'a pas été le cas. Parce qu'en réalité, la leçon qu'on peut tirer de toute cette période, en particulier au regard de la situation économique qui prévaut aujourd'hui et sociale qui prévaut aujourd'hui dans les Outre-mer, c'est que ce sont des dizaines et des dizaines d'années ratées, où il ne s'est strictement rien passé, sous l'angle que vous le décrivez. Donc, il y aurait peut-être matière à s'y pencher. Alors, on ne refait pas l'histoire. En revanche, si on s'interroge aujourd'hui, et je me permets ce commentaire sur les conditions qui permettraient aujourd'hui à l'outre-mer français de retrouver un envol, il y a des leçons à tirer du passé, des erreurs à ne pas refaire. Et dans le cas de la Martinique en particulier, moi je suis frappé de voir que, au fond, dans les thématiques politiques et sociales qui prévalent aujourd'hui, il y a des choses qui trouvent leur fondement dans cette fameuse période de l'amiral Robert, qui est un peu le mythe ou le contre-mythe. C'est le mal absolu dans la mémoire martiniquaise et même antillaise, parce que la dictature de l'amiral Robert a frappé aussi la Guadeloupe, la Guyane, et en fait il avait autorité sur tous ces territoires, avec dans chaque territoire des gouverneurs qui servaient de relais. Donc ça a profondément marqué les comportements sociaux, et je pense qu'on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui si on n'a pas en tête cette période-là. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons peut-être mettre fin à cette séance. Peut-être un mot de conclusion tout de même à Arnaud Manas pour avoir organisé cette très intéressante séance où nous avons appris beaucoup et qui nous donne envie de continuer à travailler en commun avec la Banque de France. Merci beaucoup. Je crois que, en effet, ce fut extrêmement riche, non pas sur l'or seulement, mais aussi intellectuellement. Nous avons parlé beaucoup de richesses matérielles, mais intellectuelles, parce que ça nous a permis de confronter, je crois, ces points de vue. À la fois la vision de l'outre-mer. Je pense que, mais ça aurait été un peu compliqué de rajouter une personne
d'Afrique qui auraient pu connaître, qui auraient pu apporter le point de vue à Kayes. Mais donc ça c'est le premier enseignement, la confrontation des points de vue. Le deuxième, c'est que c'est un sujet à entendre vos questions. C'est un sujet qui n'est pas épuisé, puisque il y a des questions. Qu'est-ce que s'est-il passé sur les autres ors? Et notamment, on voit qu'on est dans l'histoire, dans le temps long et dans une histoire longue de l'or, puisque l'or est fini. On sait que sur la planète, il n'y a que 200 ou 250 000 tonnes d'or, en tout et pour tout, et que on a extrait peut-être 80% de l'or, et que l'or ne se crée pas, il se transforme, et qu'il est refondu, que dans certaines pièces, dans certains lingots, on a encore de l'or qui est refondu des sesterces ou qui provient des pillages, soit d'Amérique latine, ou d'Alexandre le Grand. Donc il y a toute cette histoire de l'or qui est un fil continu et qui se recycle en permanence. Donc je pense que ça, on pourrait faire une session là-dessus, une session sur ces autres aspects. L'histoire de la Banque de France sous Vichy, qui est aussi très importante. Moi, je pense que j'ai compris comme c'était une invitation à rapprocher nos liens, à nous rapprocher, à avoir peut-être, et je pense aussi, non seulement la Banque de France, mais l'IEDOM. Je pense que l'IEDOM devrait avoir une participation institutionnelle peut-être plus forte, en étant membre ou je ne sais pas comment, je ne connais pas bien le fonctionnement de l'académie, mais voilà, je pense que c'est un appel très clair, et je crois que ça devrait être un beau programme pour 2025, que de renforcer nos liens institutionnels, à la fois la Banque de France, à la fois IEDOM et IEOM, puisque alors il y a une double Yvan là avec sa double casquette. Je ne sais jamais s'il est président de l'IEOM ou président. Alors vas-y. Alors oui, voilà, c'est ça, directeur général. Alors, il est directeur général des instituts, donc Institut d'émission d'Outre-mer. Et attends, prends le micro et explique, parce que je suis toujours un peu perdu. Ça veut dire un peu ça, c'est l'héritage, hein, la complexité institutionnelle qui est confrontée, même en matière monétaire en Outre-mer. Ça, c'est l'héritage historique. Il y a deux instituts. Qui sont issus en fait de cette espèce de bifurcation qui se produit à la Libération. Il y a la Caisse centrale d'Outre-mer qui est créée, et puis ensuite ça va présider à la création de l'Institut d'émission des départements d'Outre-mer pour couvrir les activités de banque centrale aux Antilles, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à La Réunion, et puis plus tard à Mayotte. La partie Pacifique, qui reste un peu à l'écart de cette affaire, très tôt, elle fait l'objet d'une gestion monétaire un peu différente, avec en fait, on est dans une zone qui est au départ sous influence un peu asiatique. La monnaie qui circule dans les territoires, vous avez de la roupie indonésienne, des choses comme ça. Cette partie-là, elle est gérée par un institut qui s'appelle l'Institut d'émission d'Outre-mer, qui va gérer au moment où, en fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, s'établissent les accords de Bretton Woods, l'accord monétaire qui prévaut pour le Pacifique, qui est la zone franc-pacifique, un peu à l'image de la zone franc en Afrique française, du franc CFA. Donc il y a une zone franc-pacifique dont l'émission est gérée par l'Institut d'émission d'Outre-mer. Donc aujourd'hui, vous avez deux instituts que je dirige. L'un en tant que directeur général, c'est l'Institut d'émission d'Outre-mer. L'autre comme président, c'est l'Institut des départements et d'Outre-mer. La différence entre les deux, c'est la monnaie. Dans le Pacifique, c'est le franc Pacifique. Dans les autres territoires, c'est l'euro. Il y a un lien entre les deux. Le franc Pacifique
et relié à l'euro par un change fixe. Aujourd'hui, c'est 1000 francs Pacifiques pour 8,38 €. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais, avant de terminer, demander aux académiciens présents de ne pas omettre le vote crucial de demain. En effet, nous élisons notre vice-président pour l'année prochaine. Donc, n'oubliez surtout pas de voter. Et je voudrais rappeler, en fin de compte, que nous allons, comme d'habitude, chaque année, organiser une manifestation avec Le Point, le journal Le Point, autour de la question des Outre-mer. Et donc, si vous le voulez bien, je me tournerai vers vous pour qu'on puisse vous associer à cette opération qui est très, très importante, parce que malheureusement, les Outre-mer, on n'en parle que quand ça se passe mal. Mais en temps ordinaire, on oublie, on croit, on veut penser que tout tourne sans difficulté. Voilà. Ce rendez-vous avec Le Point est un moyen de parler des grandes problématiques de ces territoires. Merci à tous. Et puis, je vous dis à demain, parce qu'il y a, outre le vote, il y a également la remise des prix de l'Académie. Et j'espère que vous serez nombreux à venir écouter les remarquables candidats que nous avons reçus pour nos prix cette année. À demain.